Voilà. Donc, je m'appelle Karima Meliani. Je suis psychologue en Belgique. Je suis sortie de l'ULB en 1997, 97 pour les Français. Donc, c'est-à-dire il y a un peu plus de 27 ans. J'ai appris l'hypnose très vite après mes études, même si c'était pas du tout en vogue à l'époque. euh, d'avoir l'hypnose comme outil pour une psychologue, hein. On voyait ça d'un assez mauvais œil. Moi, j'étais toute jeune et j'avais pas l'intention de faire des consultations tout de suite, donc autant suivre une formation dans quelque chose qui me faisait kiffer, ce qui était le cas de l'hypnose. Et donc, j'ai appris l'hypnose, mais sans pratiquer tout de suite, parce que, bon, d'abord, je me sentais toute jeune, et puis d'autre part, en apprenant l'hypnose, je me suis dit, bah, c'est super, c'est vraiment un outil génial, mais c'est un outil. Moi, j'avais l'intention d'accompagner des gens vraiment de manière globale, générale et profonde. En sortant des études de psycho, on a plein de théories, mais on n'apprend pas l'accompagnement thérapeutique. Donc ça s'apprend dans des formations complémentaires. Et donc, moi, j'ai décidé de suivre une formation de 4 années en psychothérapie systémique. Et donc, quand j'ai terminé ma formation de psychothérapie systémique, j'avais la trentaine, et là, je me sentais prête à commencer à accueillir des patients. Donc là, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des patients. Et petit à petit, dans la systémique, j'ai remis l'hypnose. La systémique, c'est une approche, l'hypnose, ce sont des techniques. Et donc, pour moi, avoir les deux, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, en fait, mon cadre à moi, c'est de travailler comme psychologue, psychothérapeute systémique et d'avoir à ma disposition des outils supplémentaires comme l'hypnose, principalement le MDR. Voilà. Ces deux outils-là entrent dans le cadre des suivis, mais les suivis se font sur base d'un objectif, d'une demande, et non pas d'une demande, par exemple, de venir faire de l'hypnose. Moi, je dis toujours, je ne fais pas de l'hypnose. J'utilise l'hypnose lorsque c'est nécessaire dans un suivi plus général, plus thérapeutique. C'est ce qui, moi, me plaît, c'est ce qui me gratifie, c'est ce qui me donne l'impression de pouvoir aider les gens en profondeur et de pouvoir les accompagner vraiment sur des souffrances profondes. Et pas juste, voilà, par exemple, 3 séances pour apprendre à se relaxer ou apprendre à dire non. Ça, voilà, c'est pas mon truc. Maintenant, j'ai rien contre ça du tout, mais alors je vais renvoyer vers des personnes qui travaillent de manière, enfin, je veux dire, purement en hypnose ou purement en EMDR. Et moi, j'ai choisi de ne pas être dans ce cadre-là. Voilà, parce que j'aime beaucoup plus, en fait, vraiment accompagner de manière générale et globale. Dans ce challenge, je vais donc vous transmettre toute une série d'éléments et d'informations déjà très utiles au sujet de la systémique. Euh, Chaque jour est consacré à une thématique différente en lien avec la systémique, parce que la systémique, c'est très très large. Euh, Chaque jour, il y aura une présentation, il y aura un moment pour vos questions-réponses. N'hésitez pas, durant la présentation, à mettre plutôt vos questions dans le chat pour ne pas les oublier en fin de présentation quand je vous donnerai, enfin, quand on prendra un moment pour les questions et les réponses, pour pas devoir interrompre la présentation. Je pense que c'est plus fluide comme ça, si ça vous convient. Tout est enregistré, vous allez recevoir les replays, vous aurez l'occasion de revoir les replays. Moi, je vous invite en tout cas, suite à ce challenge, en tout cas, à chercher à vous intéresser bien plus à la systémique. Si ce n'est par ma formation, il y a en tout cas beaucoup de bouquins, beaucoup de choses, beaucoup de ressources qui peuvent vous aider à dépasser les aspects pratiques, praticiens d'un outil. C'est vraiment ce que je veux apporter, moi, dans mes partages, c'est de vous aider à dépasser juste, pas juste, en tout cas la pratique d'un outil, et avoir une compréhension un peu plus profonde et un peu plus fondamentale de l'individu, ce qui est passionnant, ou en tout cas ça l'est pour moi depuis maintenant toutes ces années. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur moi, mais je pense que ça n'a pas plus d'importance que ça, et on peut démarrer tout de suite la présentation si ça vous va.
Alors aujourd'hui, on parle de ce que c'est que la systémique, ou autrement dit, autrement nommé la thérapie systémique, ou encore autrement nommé parfois la systémie. Alors moi, je parle plutôt de systémique que de systémie. Voilà, c'est juste une habitude de parole. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychothérapie systémique? En fait, c'est un courant de la psychologie qui va considérer que nos problèmes d'être humain, nos problèmes individuels, ne sont pas des choses qui sont individuelles en réalité, ce sont des résultats d'interaction au sein de nos différents systèmes. Donc, les problèmes des individus ne peuvent pas, dans cette approche, être considérés de manière uniquement symptomatique. Ils sont pris de manière beaucoup plus large. Et donc, ce contexte plus large dont l'on tient compte dans l'approche systémique, eh bien, c'est celui des systèmes. Les systèmes auxquels l'individu, la personne qui vient vous voir, appartient. Même si elle vient vous voir en individuel, ce qui est le cas la plupart du temps pour moi également. Je vais tenir compte de sa famille actuelle, de sa famille d'origine, de la société dans laquelle elle vit, éventuellement de son travail, et donc de toute une série de systèmes pour comprendre correctement sa difficulté. La personne vit dans différents systèmes externes, aujourd'hui et auparavant. Mais la personne elle-même, l'individu, chaque individu, tous autant que nous sommes nous-mêmes un système complexe avec différentes parts à l'intérieur de nous. Et cette approche-là, qui est également une approche systémique, c'est celle qu'on appelle la systémique interne ou internal family system, dont on parlera, je pense que c'est demain. Alors, un problème, un symptôme, autrement dit, apparaît et se maintient uniquement parce qu'il y a des raisons systémiques. Un symptôme, tout seul, ça n'existe pas. Il y a des causes actuelles et des choses, des raisons qui amènent ce symptôme et qui font que ce symptôme se maintient. Donc, pour pouvoir traiter réellement un symptôme, eh bien, nous avons besoin de comprendre en profondeur quels sont ces mécanismes systémiques qui l'entretiennent. Donc, en systémique, on va tenir compte du passé, mais uniquement dans le but de régler les problèmes du présent. C'est on part du présent et on s'intéresse au passé. Parce que dans le passé, chacun d'entre nous a créé des schémas. Ce qu'on appelle des schémas, c'est des modes de fonctionnement. C'est pas la même notion que la carte du monde. La carte du monde, c'est une notion un peu restrictive par rapport à ce qu'on appelle schéma. Les schémas, c'est véritablement une série d'éléments comme des émotions profondes, comme des blessures, qui vont créer des programmes, une sorte de programmation, comme dans un ordinateur. Et à partir de cette programmation, nous allons filtrer, pardon, les événements, les interactions, tout ce qui peut arriver ensuite dans notre vie. Nos relations avec nous-mêmes. Quand je dis relation avec nous-mêmes, c'est notre vision de nous-mêmes. Est-ce que je me donne de la valeur? Est-ce que je considère que je mérite de l'amour ou que je ne mérite pas de l'amour? Enfin, tout est filtré par nos programmes inconscients. Et ces programmes inconscients que j'appelle schémas, eh bien, ils contiennent nos blessures, nos événements difficiles de vie, les traumas, le rôle aussi qu'on a joué dans notre famille, les loyautés qu'on a acquises au sein de notre famille, qui sont visibles parfois, parfois inconscientes, le mythe familial également, les valeurs, les croyances de la famille, que l'on soit d'ailleurs dans le rejet ou dans l'adoption de ces valeurs-là. Peu importe, nous sommes imprégnés par tous ces éléments-là. Et sans comprendre ces schémas, alors on va rester à un niveau symptomatique. Et je compare souvent avec la médecine. Si vous allez voir un médecin et que vous lui dites que vous avez mal au ventre ou à la tête, eh bien, il y a la médecine symptomatique, c'est-à-dire certains médecins vont vous prescrire un médicament
pour le symptôme et d'autres vont chercher la cause de votre symptôme. Et vous traitez à la fois à ce moment-là pour le symptôme, mais à la fois sur ce qui provoque ce symptôme, la compréhension du symptôme. Alors, comment la systémique est née? La systémique, elle a émergé en fait comme réaction à la psychanalyse. Donc, à l'époque, dans les années 30-40, on avait vraiment une prévalence, un grand pouvoir qui était donné à la psychanalyse et un groupe de thérapeutes de Palo Alto, donc en Californie, a développé en fait un nouveau modèle de psychothérapie. Ces précurseurs sont principalement Grigory Bateson, Paul Václavic. Salvatore Minuchin est arrivé plus tard, mais enfin, et voilà, il y en a plusieurs qui ont fait partie du petit groupe qui avait été créé par Grigory Bateson autour, en fait, d'une problématique qui est la communication. Il a essayé de comprendre, hein, parce que Bateson, ce n'est pas un psychologue au départ, lui, il est dans une autre approche, j'oublie le terme, anthropologue, voilà, et il essaye de comprendre en fait le rôle de la communication au sein des interactions humaines. Et donc, ils vont se baser sur différentes autres approches, entre autres les modèles familiaux, mais ils vont également utiliser une approche cybernétique, une approche mathématique, enfin voilà, ils vont vraiment concilier ces différentes approches et ils vont être également très très fortement imprégnés par quelqu'un qu'on connaît bien dans le domaine de l'hypnose, qui est Milton Erickson. Et en fait, Milton Erickson, sans le savoir, euh, il utilisait déjà une hypnose qui était stratégique, c'est-à-dire systémique. Et donc, ces thérapeutes-là ont, au contact de Milton Erickson, pu intégrer les aspects systémiques dans la compréhension de l'individu. Alors, c'est une nouvelle approche à l'époque qui met l'accent sur les systèmes, sur les interactions entre les individus, qui offre une compréhension beaucoup plus large des difficultés comme étant, je répète, le résultat de schémas d'interaction, de nos propres schémas construits durant l'enfance, mais aussi des boucles de rétroaction. Ça veut dire que ces schémas qu'on a construits dans notre enfance, on continue à les répéter de manière inconsciente dans nos nouvelles interactions actuelles. Et donc, pour pouvoir comprendre un problème, on doit analyser ces deux aspects-là, ce que permet la systémique. C'est pas ça que je veux faire. Comment est-ce que... Voilà. Alors, quelques concepts sur lesquels sont basés la théorie systémique, l'approche systémique, hein. Le concept d'interdépendance. Tout élément dans un système est lié aux autres éléments. Et si je change un élément dans un système, eh bien, cela va modifier l'ensemble du système. On verra un petit exemple dans la diapositive suivante sur, par exemple, le système de la pyramide humaine. En communication, c'est également un des concepts, la communication est vraiment centrale dans la systémique. Et la communication, ça ne comprend pas que nos mots, ça comprend également tout ce qui est langage paraverbal ou non-verbal. C'est un principe circulaire, la systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une cause égale un effet, ça c'est linéaire. Tout est circulaire dans la systémique, c'est-à-dire que ce sont les interactions des individus qui vont créer des boucles entre eux, où l'un agit, l'autre réagit, et où les choses se suivent de cette manière-là. D'ailleurs, on ne peut même pas savoir dans un cercle où ça a commencé. Il n'y a pas une personne qui a agi et l'autre qui a réagi. En réalité, même si effectivement, quand vous rencontrez des couples en général, c'est souvent l'autre qui a commencé, mais dans un cercle,
il n'y a pas de point de départ. Et donc, cette compréhension de l'individu, en individuel ou en famille ou en couple, c'est une compréhension circulaire des problèmes. L'homéostasie, c'est un grand principe de la systémique, c'est l'idée ou la théorie selon laquelle tout système cherche à maintenir un état d'équilibre. Même si cet état d'équilibre est souffrant, même si le symptôme est difficile, eh bien, il sert malgré tout à maintenir l'équilibre du système. Par exemple, dans une famille, il vaut mieux qu'une des personnes n'aille pas bien. Inconsciemment, ce symptôme va servir à ce que la famille puisse, par exemple, rester unie ou ne pas exploser parce que l'un des enfants a besoin d'aide et ne va pas bien. Donc, ce principe d'homéostasie est aussi celui pour lequel, euh, celui qui explique la raison pour laquelle nous avons tant de mal à changer. On parle souvent de résistance au changement, eh bien, c'est lié à l'homéostasie. L'individu étant lui-même un système, eh bien, nous avons une résistance naturelle au changement. Voilà, je vous parlais de pyramide humaine pour vous parler de la notion d'interconnectivité. Si, alors désolé pour la photo qui est très floue, hein, mais on peut imaginer en tout cas, si une personne dans cette pyramide devait avoir une crampe brutalement, eh bien, s'il devait bouger sa position, sa posture, même de quelques centimètres, cela aurait une répercussion sur toute la pyramide qui aurait pour effet que la pyramide s'effondre. Donc, ça illustre le principe selon lequel si un élément du système change, tout le système va changer. Donc moi, quand j'ai un patient en individuel, je dois tenir compte du fait que si lui change, tout le système qui l'entoure, c'est-à-dire sa famille, va changer également. Alors, cette vision systémique de l'individu, donc, c'est l'idée, vous l'avez compris, qu'on n'est pas une entité isolée. On est interdépendant de nos systèmes, de plusieurs systèmes d'ailleurs, plus larges que nous, et nous sommes influencés par notre environnement, nos interactions, nos relations. Donc, la systémique, elle met l'accent sur ces liens-là. Les comportements et les difficultés des individus sont compris dans ce modèle à travers le filtre de ces relations et de ces interactions. Et intérieurement, nous avons également des relations et des interactions entre différentes parts qui font partie de nous intérieurement. La famille est évidemment le système principal de tout individu. Nous sommes tous nés dans une famille. Elle peut être très différente d'une personne à une autre, mais en tout cas, nous provenons tous d'autres êtres, hein, que nous appelons la famille. D'accord? Alors, la famille est donc c'est un système complexe dans lequel les individus sont interconnectés, c'est-à-dire que chacun est influencé par les autres et qu'il y a tout un réseau de relations dans une famille. Donc, si une personne vient en thérapie, les difficultés de cette personne-là peuvent refléter les dysfonctionnements du système familial. En systémique, on ne dit pas que c'est à cause d'eux, parce que ça, c'est linéaire comme manière d'exprimer. Ce n'est pas à cause des parents, c'est en lien avec, c'est relié, c'est interconnecté. Donc, effectivement, cette phrase est d'autant plus valable pour les enfants et les adolescents. Malgré tout, pour les adultes, elle reste également valable parce que les rôles, les fonctions que l'on a jouées dans sa famille d'origine, les acquis, les valeurs, les choses qui nous ont été inculquées continuent à rester actives, que l'on soit en accord ou en rejet avec celles-ci, je l'ai déjà dit. Donc, les difficultés sont à mettre en relation avec tout ça, c'est-à-dire les schémas qu'on a appris à travers notre famille d'origine et qu'on continue à maintenir dans notre famille actuelle.
Un petit exemple d'un patient qu'on va appeler Maxime, qui a une quarantaine d'années, qui vient me voir au départ parce qu'en fait, il a un burn-out. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, il est dans des difficultés parce qu'il ne sait pas quelle direction choisir dans sa vie sentimentale et professionnelle. Alors vous allez me dire quel est le rapport, mais on arrive finalement en thérapie à mettre à jour un schéma d'échec chez lui. Parce que dans sa relation avec son père, principalement, celui-ci n'a jamais montré une forme de reconnaissance ou de validation à son fils par le fait d'être fier de lui, ce qui va donner le sentiment inconscient à cet homme que finalement, quoi qu'il réalise, ce ne sera jamais valorisé. Et donc, il va devoir travailler sur tout ce schéma avant, avant de pouvoir s'auto-valoriser lui-même dans ses choix professionnels. Le rôle du thérapeute en systémique, c'est aider à conscientiser ces schémas de répétition, hein, donc d'aller plus loin que le symptôme pour amener les gens à réfléchir en profondeur, à les aider à comprendre leurs schémas, les schémas qui déterminent ces comportements. Ensuite, les aider à modifier ces schémas pour modifier les schémas. On appelle ça en fait un changement de type 2 ou un changement de niveau 2. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi on parle de changement de niveau 2 et ce qu'il en est de ce type de changement. Et donc, nous avons en systémique une vision stratégique, c'est-à-dire résolution de problèmes. Euh, on va donc guider nos patients vers des nouvelles stratégies et pas seulement des nouveaux comportements, des nouvelles stratégies basées sur un changement profond, c'est-à-dire un changement de paradigme ou un changement de niveau 2. C'est en changeant de manière si profonde que l'individu va retrouver l'accès à ses ressources. On va, pendant ce temps-là, également veiller à ce qu'il y ait un équilibre dans le système interne et dans le système externe de l'individu. On a beaucoup de choses à faire en thérapie systémique. Alors, ça vient un peu plus loin, hein, les notions de changement de niveau 1 et de niveau 2. Donc, est-ce qu'on explore le passé dans l'approche systémique? Oui, mais uniquement dans le but de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Une phrase, je pense, de Bowen, hein, le créateur du génogramme, c'est de dire que celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Mais cette exploration, je vous l'ai dit, elle a un seul but, c'est de mieux vivre le présent d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas faire en long et en large, on n'est pas dans une approche psychanalytique. On va essayer, on va cibler des choses bien précises, les schémas, et ensuite cibler d'autres choses bien précises, les fonctions ou les boucles. Alors, quelques concepts clés de la systémique. Le mythe familial dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est l'ensemble des règles, des croyances, des loyautés invisibles, des secrets de famille, des valeurs, enfin, tout ce qui est transmis par une famille de manière implicite ou explicite, qui vont nous marquer, qu'on le veuille ou non. Et donc, nous allons aider dans la systémique les gens à comprendre leurs mythes. En réalité, souvent, par exemple, dans un couple, lorsqu'il y a une difficulté, c'est parce que le mythe familial de l'un, de sa famille d'origine, et le mythe familial de l'autre n'entrent pas en concordance ou viennent se cogner l'un à l'autre, se confronter sur certains aspects. Donc, on a besoin de comprendre ce mythe. Quand les gens restent bloqués aussi, hein, dans certains schémas de répétition, souvent, ça vient d'un mythe. Par exemple, une patiente qui est en burn-out, ce sont tous des situations réelles, hein, que je cite ici, et on a travaillé en systémique, on a découvert son mythe, eh bien, dans son mythe familial, pas de faiblesse chez nous. C'est comme une règle familiale implicite qu'elle n'avait pas encore conscientisée et qui fait que cette personne est allée bien plus loin que les limites de ses ressources et donc s'est retrouvée dans un burn-out. La genèse des problèmes, ça je vous en ai parlé, c'est les schémas de fonctionnement.
Ces schémas de fonctionnement, on les a créés durant notre enfance, et même si le symptôme d'aujourd'hui peut n'avoir aucun lien direct ou visible avec ce schéma, il y en a un, en fait. Et nous agissons un petit peu comme des enquêteurs qui vont chercher à comprendre ce symptôme à la lumière d'un schéma. Les bénéfices secondaires ou les boucles de rétroaction, ben ça, c'est ce qui fait que le problème se maintient. Donc, j'ai développé un schéma d'abnégation, par exemple, au cours de mon enfance. C'est-à-dire quoi, abnégation? Je fais passer les autres avant moi. Ce schéma m'a servi à pouvoir recevoir de l'amour ou en tout cas ressentir une certaine valeur, parce que ma valeur personnelle était liée au fait que j'amène quelque chose aux autres, ou je me mets de côté, ou je me sacrifie pour les autres. Et donc, je continue à maintenir ce schéma par des bénéfices secondaires et des boucles de rétroaction. Bénéfice secondaire, c'est quoi? C'est que je continue, en fait, le même schéma dans ma vie parce que ça m'apporte des choses, même inconscientes, hein, au niveau social. Et les boucles de rétroaction, c'est quoi? C'est l'idée que ma famille actuelle participe à mon schéma d'abnégation parce que ça convient également aux autres membres de la famille actuelle. Alors, il y a aussi toute une notion de trouble. Il peut y avoir également derrière tout ça des troubles de l'attachement, des troubles de la personnalité. Euh, et donc, quand on détecte des troubles, alors à ce moment-là, il faut vraiment être prudent avec l'hypnose. J'ai un exemple récent d'une de mes collègues qui est hypnothérapeute et formée à la systémique, mais qui n'est pas psychologue et qui a reçu un patient qui a un TSA. Ce patient-là, le TSA est officiellement connue et diagnostiquée, mais elle a été très prudente, ce en quoi je la félicite, parce que un TSA n'empêche pas de faire de l'hypnose, hein, en tout cas s'il est, enfin voilà, s'il est compensé, s'il n'y a pas d'autres symptômes. Mais ce patient présentait de gros symptômes, par exemple de psychotiques. Donc il entendait des voix, il entendait des musiques, et donc elle a été très prudente et n'a pas appliqué avec lui des techniques telles que l'hypnose et le MDR. Or, c'était pour ces techniques-là qui venaient au départ. Alors voilà, je vous avais parlé des deux types de changements. Changement de type 1, changement de type 2. En fait, un changement de type 1, c'est un changement de comportement. Ça veut dire quoi? On reste dans le même système, les mêmes croyances, mais on va changer nos comportements. Par exemple, Nathalie, qui vient pour un manque de confiance en soi, eh bien, un changement de type 1, ce serait de lui apprendre des techniques pour gérer cette situation, mais sans changer ses croyances profondes. Par exemple, se relaxer, respirer, se préparer avant d'aller à un entretien d'embauche, apprendre à dire non. Ça, c'est du symptomatique. Le système de cette personne, les croyances, la perception qu'elle a sur elle-même et sur le monde restent les mêmes. On change juste le comportement. Le changement de type 2, quant à lui, c'est un véritable changement de paradigme. On va transformer de manière profonde toute la structure du système. On va revoir les règles, les rôles, les croyances, donc tous les schémas profonds. C'est un changement qui forcément est beaucoup plus profond, beaucoup plus durable. En systémique, on poursuit un objectif de changement de type 2 et pas uniquement un changement de comportement. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de Nathalie? Elle va transformer en profondeur ses croyances et ses perceptions. En fait, on va comprendre l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'elle manque de confiance en soi? On va remonter dans son passé. On va remonter dans ses expériences d'enfance pour comprendre en fait où elle a acquis et comment elle a acquis ce sentiment qu'elle n'a pas le même droit que les autres à poser, ou pas imposer, mais à poser qui elle est. On va également chercher à comprendre dans les boucles actuelles ce que ça lui apporte, ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Ça lui apporte quoi? De la protection, de l'évitement, enfin voilà, vous connaissez les 4 F.
Mais dans sa famille ou dans ses systèmes actuels, ça apporte également quelque chose. Les boucles de rétroaction, elles agissent à cet endroit-là aussi. Et donc, on va analyser tout ça pour modifier en profondeur ces schémas de pensée, de croyances, d'émotions et de comportements. Elle a une nouvelle vision d'elle-même. Elle, elle développe une véritable confiance, plus profonde, plus durable. Elle vient de travailler sur une souffrance de vie et pas uniquement sur un comportement. Ce qui va lui permettre d'appliquer cette confiance dans différentes situations et non pas uniquement dans la situation qu'elle nous amène. Donc, la thérapie en systémique doit apporter un changement de type 2. Sinon, le problème continue ou il se déplace. Un autre exemple, un monsieur qui est hypnothérapeute qui vient me voir et il a déjà vu pas mal d'hypnos. En fait, il souffre d'un état d'anxiété permanente. Il a appris à gérer ses difficultés lui-même et grâce à ses suivis en hypnose, avec de la relaxation, il fait de la réification, de la respiration, etc. Ça marche, il arrive à contrôler ses crises, mais le fond d'anxiété est toujours présent. Ça s'exprime autrement. Il commence à avoir mal au ventre et un état de stress permanent. Donc, avec moi, on va travailler sur les schémas qui amènent de l'anxiété chez lui. Et on se rend compte de quoi? C'est que c'est un monsieur qui a une exigence très élevée vis-à-vis de lui-même et, au départ, une relation avec un père qui a été très exigeant et qui ne l'a jamais reconnu. Donc l'anxiété, c'est sa réponse à son besoin de reconnaissance non comblé. Il va donc devoir faire le deuil, c'est-à-dire parvenir à reconnaître que personne, plus jamais, c'est trop tard, papa est n'est plus le papa d'un petit garçon auquel il peut apporter cette reconnaissance. Cet homme est adulte, il ne dépend plus de papa pour vivre cette reconnaissance à l'intérieur de lui. Il n'a pas non plus besoin de transposer le visage de papa sur une autre personne pour obtenir de la reconnaissance. C'est un travail qui est relativement long et qui est un travail thérapeutique et pas uniquement hypnose. Alors, il y a quand même des bases communes entre l'hypnose et la systémique. Je vous ai dit, l'école de Palo Alto a été vraiment très, très influencée par Milton Erickson qui faisait déjà de la systémique. C'est un thérapeute qui ne traitait jamais deux individus de la même manière. Donc, ces deux disciplines, en fait, sont vraiment très, très complémentaires. L'hypnose, ça permet d'intervenir de manière rapide, de faire des interventions en communiquant avec l'inconscient, par exemple. Et la systémique, ça permet de comprendre la difficulté de manière plus large, de sortir du cadre, d'agrandir le champ, à la fois le champ de compréhension, mais également le champ des possibles, et donc de traiter de manière durable. Autrement dit, l'hypnose, pour ceux ou celles qui pratiquent l'hypnose, c'est un outil puissant. La thérapie, c'est un art. L'intégration des deux vous offre un cadre holistique pour comprendre et traiter les difficultés. Notre cadre en systémique, eh bien, c'est un cadre très clair, très professionnel. D'ailleurs, dans la formation systémique, c'est la première étape, c'est de travailler sur notre cadre, le rendre clair. On va travailler sur la durée, le prix, le rythme des séances, fixer des objectifs clairs, amener le patient à s'engager et le thérapeute doit avoir des connaissances solides en systémique pour pouvoir appliquer cette méthode. Au départ, en systémique, on va surtout ne rien faire. On va chercher à ne pas intervenir de manière précipitée. J'entends énormément dans le monde de l'hypnose. Voilà, la personne vient me voir avec tel problème. Je sais pas moi, manque de confiance en soi. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, comment voulez-vous faire quelque chose avec ce problème en hypnose? Il n'y a pas une séance d'hypnose qui s'appelle manque de confiance en soi. C'est pas comme ça qu'on travaille.
On travaille par la compréhension de la difficulté, la fixation d'un objectif, s'affilier à la personne, comprendre d'où ça vient, ce qui maintient le problème, et seulement après commencer à intervenir. Même si tout le travail de questionnement qui arrive dès le départ est déjà une intervention très très puissante en systémique. Le questionnement, c'est ce qui remplace l'anamnèse en systémique et c'est une intervention, tandis que l'anamnèse n'est pas une intervention. Par contre, on peut apaiser la souffrance, hein. On a des techniques, hein. Moi, si par exemple quelqu'un vient me voir pour une insomnie ou des insomnies, pas de problème. Je vais lui proposer, comme tout le monde, une, deux, trois techniques d'hypnose. Ça va très très vite. On peut avoir une amélioration des insomnies. Par contre, travailler vraiment toutes les souffrances qui amènent à l'insomnie, le manque d'estime de soi, les ruminations, le sentiment de rejet, par exemple, que la personne vit. Ça se travaille pas, enfin, avec les techniques d'hypnose insomnie. Ça se travaille par la thérapie. Voilà. On va favoriser l'alliance thérapeutique. On va passer beaucoup de temps sur cette alliance thérapeutique et amener la personne à faire une demande. En systémique, on ne s'arrête pas à l'étape de l'objectif. L'objectif, c'est pas suffisant. C'est ce que la personne veut. Tant qu'elle vous a rien demandé, ben, en fait, rien n'est clair. Rien n'est clair sur ce que vous avez à faire pour elle. Et je vois trop souvent en supervision des thérapeutes qui sont quasi en lutte contre leurs patients. J'ai essayé ça, et ça, et ça, et ça, et ça marche pas. En fait, vous tirez dans une direction et le patient tire dans une autre. On évite ça en lui faisant formuler une demande. Voilà. Alors, je vous invite dans cette diapositive à réfléchir à quelques éléments de votre cadre, parce que c'est très très important. Vous aurez l'occasion d'y réfléchir après la présentation, parce que vous allez recevoir les diapositives, mais c'est très très important de réfléchir à tout son cadre en tant que accompagnant, que coach, que soignant, peu importe. Voilà les éléments auxquels on réfléchit, mais pas que, mais ça, ce sont au moins les éléments de base. Le déroulement, eh bien, les premières séances servent principalement à faire émerger cette demande. Le rôle du questionnement intervient à toutes les séances et dès le tout début, des tout premières minutes de la toute première séance, le questionnement va nous permettre en fait de mettre le doigt sur les schémas de dysfonctionnement. On a également d'autres outils en systémique. On a ce qu'on appelle le recadrage, la reformulation. C'est vraiment une manière de rentrer dans la carte du monde du patient et également, en fait, en recadrant, de permettre d'axer le travail sur les forces du patient plutôt que sur les faiblesses. Et les autres techniques, elles arrivent en appui de la thérapie. Donc l'hypnose ou autres, eh bien, vont soutenir la thérapie lorsqu'il est nécessaire de pratiquer un déblocage. On va également beaucoup travailler avec des tâches à domicile, mais il y a encore plein d'autres outils dans la thérapie, le génogramme par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un génogramme? Ben, en fait, c'est une représentation de la famille sous forme d'un arbre généalogique. Mais on s'intéresse pas à 17 générations. Ce qui nous intéresse, c'est les 3 générations et surtout les interactions et les relations entre les personnes. Et cet outil, le génogramme, il va nous permettre de relever plein de choses, les croyances, les valeurs, les mythes familiaux, les secrets de famille, les loyautés invisibles, tout ce qui est transgénérationnel, les rôles que la personne a joués dans sa famille et de chacun des membres de la famille. Et on utilise ce génogramme pour bien comprendre en fait les difficultés de départ de l'individu, ce que j'appelle du coup les schémas, mais également les boucles, c'est-à-dire toutes les fonctions du symptôme. Voilà un petit peu un exemple de ce qu'on utilise en systémique, hein, pour bien comprendre les boucles de l'individu. Alors, une petite vignette, donc c'était un génogramme, hein, voilà. Une petite vignette clinique d'une dame qui vient pour un burn-out. L'exploration se fait par le questionnement et je relève avec ce questionnement
qu'elle a une estime d'elle-même qui est très problématique, qu'elle a des difficultés de procrastination chronique et des périodes où elle est très dépressive. Avec le génogramme, on se rend compte qu'en fait, elle a elle-même des périodes de dépression, mais que chez sa mère, il y avait également une dépression chronique, mais assez grave, hein. Euh, que son père était un homme très exigeant et que cet homme, le père, méprise, a toujours méprisé sa mère, tout en restant marié avec elle, hein, en pensant d'elle que c'est une personne faible. La grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère de la mère, elle-même méprise sa propre fille. Donc, vous voyez un petit peu la place de cette mère dans cette famille, méprisée par son mari, méprisée par sa mère. Et la grand-mère maternelle, par contre, a une grande admiration pour le père. Et alors, on constate quoi aussi par ce génogramme? C'est qu'il y a une confusion des rôles dans cette famille, des niveaux hiérarchiques, hein. La hiérarchie d'une famille, il y a les parents, il y a les enfants en dessous. En tout cas, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Mais Marie a pris le rôle de petite maman. Et donc, elle s'est associée à son père, et on peut même aller plus loin. Elle a fait une coalition avec son père contre sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mise à penser elle-même que toute marque de faiblesse est méprisable. Ce qui a, en réalité, contribué au cercle vicieux de sa propre dépression. À partir du moment où elle identifie elle-même des aspects dépressifs chez elle, ça lui rappelle en fait sa mère. Or, cette femme est méprisée par tout le système, donc ma patiente ne peut que s'auto-mépriser, d'être elle-même dans des aspects dépressifs. Or, l'auto-mépris de soi est une autodépréciation qui participe au cycle et au cercle vicieux de la dépression. Et donc, pour pouvoir changer réellement, elle ne doit pas juste travailler sur sa dépression, elle doit travailler en réalité sur la loyauté invisible qu'elle a avec son père et cette coalition que son père lui propose inconsciemment vis-à-vis de sa mère. Donc il y a des choses à faire concrètement, par exemple passer des moments avec sa mère. Enfin, il y a vraiment des choses à changer dans son système pour qu'elle puisse, alors que cette femme a 40 ans, pour qu'elle puisse elle-même cesser cette auto-dépréciation d'elle-même lorsqu'elle a des périodes de dépression. Alors, les avantages pour concilier la systémique avec tout le reste, avec des techniques telles que vous en avez, en fait, ça permet de comprendre, ça permet un véritable changement. Si vous l'avez compris, c'est un changement de niveau 2. Ça permet également que le patient s'engage, en fait, ce qui sent dès le départ que vous avez les compétences pour l'accompagner sur une souffrance bien plus profonde que le seul symptôme qu'il vous amène. Et puis pour moi, c'est une immense gratification parce que moi, ça m'apporte énormément plus de m'occuper en fait de ce qui a toujours été problématique chez les individus plutôt que d'un symptôme juste de ce qui ne va pas aujourd'hui. Voilà, ça montre également pour moi la solidité et le sérieux du thérapeute, comme quoi, voilà, on a des vraies compétences, on n'a pas juste des outils, on a des compétences de compréhension psychologique de l'individu. Vous savez d'ailleurs dans quelle direction vous allez et les choses sont fluides. Donc vous ajoutez à ce moment-là des dimensions qui sont psychologiques, relationnelles à votre travail pour travailler sur les causes profondes et avoir un vrai changement et donc, vous n'êtes plus perdu dans vos séances car vous avez une approche, une méthode et pas simplement des outils de travail. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle était claire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oh, il est déjà 13h45. C'est pas grave. Pour moi, on peut encore rester 10 minutes. Celles qui doivent quitter, vous pouvez quitter. Les autres, je réponds aux questions. Ce sera de toute façon enregistré, les réponses aux questions. Bonjour, bonjour, bonjour. Je regarde dans le chat le support fin de présentation. Tac, tac.
Bah non, pour Maxime, ce n'est pas à cause de son père. C'est lié à la relation avec son père. C'est en lien. Mais Maxime a participé à cette interaction-là. Les enfants ne sont pas victimes de leurs parents. Ils ont dès le départ, en fait, un tempérament et des bénéfices à jouer un rôle dans une dynamique familiale. Quelle est la phrase, quelle phrase percutante? Quel est le mythe familial? J'ai pas compris. Non, on ne doit pas passer par type 1 pour accéder au type 2. On accède directement au type 2. Mais si les gens vont vraiment pas bien, le changement de niveau 2 provoque par lui-même un changement de niveau 1. Si je change de paradigme, je vais d'office changer de comportement, mais pas l'inverse. Si je change de comportement, je vais pas d'office changer mon paradigme. Par contre, si les gens vont très mal et qu'ils ont de l'urgence, j'en sais rien, moi, des crises d'angoisse, évidemment que je vais leur montrer un petit peu d'auto-hypnose ou de MDR pour calmer les crises d'angoisse en attendant de travailler sur le reste. Idem pour les insomnies, c'est insupportable de ne pas pouvoir dormir. Idem pour la douleur. Il y a plein de choses qu'on peut faire rapidement pour les aider et de continuer un travail. De nouveau, je compare à la médecine. Si je vais chez le médecin et que j'ai mal de tête, ben, c'est OK pour moi s'il me donne du Doliprane et qu'en même temps, il cherche à comprendre pourquoi j'ai des migraines récurrentes. Par contre, s'il ne fait que me donner du Doliprane, ça va pas me satisfaire personnellement. Voilà. Vas-tu nous montrer le genre de questions que tu poses? Ben, écoute, je ne sais pas si ça vient dans une autre présentation, je ne me souviens plus, mais je pense qu'il y en a, oui, bien sûr, il y en a. Peut-on avoir cette approche avec des enfants sans entendre les parents? Non, il faut entendre les parents. Recevoir les parents, toujours. Dans la formation systémique, on travaille sur justement les demandes des parents pour les enfants et comment recevoir les parents, à quel moment, etc. Et comment faire vraiment de la systémique avec toute la famille. Mais donc, du coup, j'ai pas compris la question sur quel est le mythe familial. Faut pas hésiter à allumer votre micro, hein. Ah, ce serait intéressant d'avoir une démo en live du questionnement. Euh, je réfléchis, hein. Je réfléchis. Le questionnement, c'est durant toute la thérapie, mais je pourrais faire une démo en live dans l'une des séances ici sur ben, le début du questionnement, le questionnement de première séance, celui qui me permet de mettre le doigt dans le mille, c'est-à-dire d'aller cibler la problématique. Est-ce que vous voulez ça? La problématique derrière le problème. Souvent, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Bon, alors au début, peut-être plus, hein, mais souvent, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il y a, mais oui, on fera une démo. Ok, très très bonne suggestion. Je sais pas, je vais regarder avec les thèmes des différents jours pour voir quel jour ça s'indique le plus. Oui, alors la question sur quel est le mythe familial, je la pose pas tout à fait comme ça parce qu'évidemment les gens comprennent pas toujours le terme mythe. C'est effectivement quand c'est un couple ou même quand c'est une personne en individuel qui est coincée dans des choses, c'est je pense votre famille, donc par exemple cette dame hein, qui ne pouvait pas arrêter de travailler alors qu'elle était en burn-out, hein. Que pense votre famille de la question du travail? Si votre maman devait être ici et entendre que vous vivez un burn-out, qu'est-ce qu'elle dirait? Si votre père devait être ici, qu'est-ce qu'il dirait? Si votre mari devait être ici, qu'est-ce qu'il dirait? Quand c'est en couple, je vais poser les mêmes questions à l'un et à l'autre. Et là, ça permet
Mettre en lumière les endroits de friction dans le couple. Est-ce que le fait de changer de, pardon, est-ce que le fait de changer de niveau ne peut pas entraîner un mal-être avant d'atteindre l'objectif défini et donc au mieux être final? Alors moi donc imagine quelqu'un vient me voir pour je donne souvent cet exemple, mais je vais le redonner. Bon, il y a une dame qui venait dernièrement, dermatillomanie. C'est une dame qui se gratte beaucoup la peau, en fait, voilà. Et bon, moi, d'office, je dépasse le symptôme. Je lui ai expliqué au téléphone, non, madame, je ne fais pas d'hypnose. Ah bon? Moi, je pensais que vous étiez hypnothérapeute. Oui, je suis psychothérapeute avec de l'hypnose en plus, mais mon approche est une approche systémique et j'utilise l'hypnose quand c'est indiqué dans la thérapie. Très bien. Elle vient me voir. Ça, j'explique en 2 minutes au téléphone. Elle vient me voir, elle m'explique son problème de dermatillomanie. Je commence à poser des questions. OK, depuis quand, blablabla, ça tout le monde connaît, hein, les questions c'est occupé, là. Vous voyez, les questions de coaching, là, hein, CQQ, c'est occupé. De toute façon, on va les revoir dans le questionnement parce qu'il y a un jour sur le questionnement. Oui, oui, il y a un jour sur le questionnement. Ah ben, c'est ce jour-là que je vous ferai la démo. Voilà. Donc, après ça, fini le symptôme. OK, avec qui vivez-vous? Où vivez-vous? Êtes-vous en couple? Depuis combien de temps? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais je m'en fous. Si, pour moi, ça a à voir. Les gens ne refusent pas de me répondre à ces questions-là. C'est pas des questions d'anamnèse. Je n'ai pas un petit formulaire à répondre. C'est des questions importantes pour mon travail. Parce que la dame, elle me répond quoi? Oui, mais je démarre souvent des relations, mais en général, ça se passe mal. Hop, c'est déjà une indication de quelque chose. C'est pas des infos dont j'ai besoin pour des raisons statistiques, quoi. Comment vont vos parents? Sont-ils toujours mariés? J'ai été adoptée, me dit-elle. Je viens d'un pays asiatique et j'ai été adoptée par des parents aimants, etc. Ok, comment vont-ils? Ben, en fait, ma maman a toujours été dépressive. Info importante. Adoption, dépressive, hein. Quand vous grattez votre peau, quelle est la pensée, quelle est l'émotion qui se trouve derrière? Ben, en fait, c'est comme si j'avais besoin de pureté. C'est comme si toute chose qui dépasse me donne l'impression que je ne suis pas pure. Et c'est quoi pour vous ne pas avoir assez de pureté? Bah, c'est ne pas avoir assez de valeur. Clac. J'ai été abandonnée à la naissance. J'ai été élevée par des parents aimants, mais ma mère a, par la force des choses, par sa maladie, été malade et donc n'a pas pu être suffisamment présente. Un sentiment d'abandon, de carence affective qu'elle vient réparer par un besoin de pureté, de perfection qui, chez elle, passe par ce symptôme. Je termine la séance en lui disant, voilà, il est possible de faire deux choses différentes en hypnose. Il y a l'hypnose médicament, l'hypnose symptôme, comme si vous allez chez le médecin, il vous donne du dafalgan. Il y a une approche qui est beaucoup plus profonde, qui va vous permettre de travailler non pas uniquement sur votre symptôme, même si on peut le faire en parallèle, mais qui va vous permettre de travailler cette souffrance de fond qui est je n'ai pas suffisamment de valeur. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous croyez que les gens choisissent quoi? Vous croyez qu'ils choisissent quoi? Option 2. Et alors, je suis claire avec eux, hein. L'option 1 va vous coûter moins cher, moins de temps, moins d'investissement personnel. Je vous demanderai juste, comme quand le docteur vous prescrit un médicament, de le prendre en temps et en heure.
Je vais vous enregistrer, on va faire une première séance d'hypnose, vous allez l'enregistrer. Et si vous voulez, vous la repassez à la maison et vous l'écoutez et vous faites ça. La méthode 2, vous l'avez compris, prend plus de temps, plus d'investissement personnel, plus d'énergie de votre part. Moi, je suis prête à m'y engager jusqu'à l'objectif, qui n'est plus je veux arrêter de me gratter, je veux développer mon sentiment de valeur personnelle. Moi, je suis prête à m'y engager. Êtes-vous prête à vous y engager? Vous avez le choix. Et si vous n'êtes pas sûr, on se rencontre dans une semaine ou deux pour notre prochaine séance. Et d'ici là, choisissez. Je m'investirai, pardon, de manière aussi importante dans une situation que dans l'autre. Même si, ben ça c'est entre nous, moi je kiffe la deuxième partie, la deuxième approche, évidemment. Je veux dire, voilà. Et en général, quand les gens choisissent la première approche, quand souvent je suis au complet, donc je vais réorienter vers une des thérapeutes, une des hypnos de mon équipe, quoi. C'est vous qui donnez l'objectif? Ben non. Je reformule ce que j'ai entendu en disant, tiens, il me semble que finalement l'objectif n'est pas uniquement d'arrêter de vous gratter la peau, mais du coup de développer votre sentiment de valeur propre. Est-ce que je me trompe? C'est pas un, enfin, c'est un objectif basé sur ce que j'appelle l'hypothèse thérapeutique. Première hypothèse thérapeutique. Merci. Différence entre demande et objectif, on verra ça dans le questionnement. Ça va? À tout bientôt et belle journée. Merci d'avoir participé. Au revoir. N'hésitez pas s'il y a encore des questions, ça peut se faire aussi dans le groupe Hypnosanté. À tout bientôt. À demain peut-être.